Qu'est-ce qu'un account exécutif? Qu'est-ce que c'est que ce commercial un peu spécial? C'est quoi ce job dont tout le monde parle sur la planète Sales? Comment on le devient? Quel est son rôle exactement? Et surtout, combien gagne un account exécutif? Je sais que vous voulez le savoir, donc je vais en parler. Et surtout, je vais répondre à la question, est-ce que les account exécutifs sont les stars des commerciaux? Spoiler alerte, je vous préviens, pas du tout. Vous l'avez compris, c'est pas si simple, mon propos est plus nuancé, mais si j'avais commencé la vidéo avec quelque chose de trop technique, vous seriez parti depuis longtemps. Bah oui, parce que je sais ce que vous voulez. Vous voulez du sang et des larmes, vous voulez des sensations, vous voulez des têtes comme ça qui font... C'est ça qu'il faut aujourd'hui pour tenir sur YouTube. Eh bien non, je ne céderai pas. Revenons aux choses sérieuses, account exécutif, mode d'emploi, intro Philippe Risoli. Alors, account exécutif, il y a peut-être une dimension B2B, mais on l'a aussi dans business developer par exemple. En fait, on retrouve souvent le mot account exécutif quand la direction décide de spécialiser les jobs de sales en fonction du cycle de vente. Généralement, on retrouve le poste d'account exécutif quand on trouve aussi le poste de SDR, Sales Development Representative, qui sont en fait les personnes qui vont générer des rendez-vous de vente avec des prospects qualifiés. L'account exécutif, lui, à partir du moment où le rendez-vous de vente a été généré, il va s'en occuper jusqu'au moment où il signe l'affaire. Et derrière, on passe le relais à un account manager, qui est la personne qui est en charge de faire fructifier, entre guillemets, ce business-là et cette relation avec le client, de la maintenir sur la durée. Et des customer success qui sont en charge de veiller à la satisfaction du client. On retrouve un account exécutif quand on trouve d'un côté des SDR ou des BDR, là aussi il y a des nuances, on va pas y aller sur cette vidéo, et de l'autre côté des account managers, des CAM, des CSM, ça dépend un petit peu de la structure. Il y a un truc que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différents noms de postes de commerciaux. Ok, un account exécutif, c'est pas mieux qu'un business developer, qui est pas mieux qu'un commercial, qui est pas mieux qu'un vendeur. Faut arrêter ces mini bagarres. Ouais, non, mais moi je suis account exécutif. Tout ça, c'est des noms de postes plus ou moins ronflants. Alors pour qui, je ne sais pas. Pour moi, le nom de job que tu as, il correspond à l'industrie dans laquelle tu es. Et c'est tout. C'est comme en banque, il n'y a que des directeurs. Quand on va dans le corporate banking, il y a des directeurs partout, même des directeurs qui dirigent 0 personne. Donc dans account exécutif, il y a exécutif, donc ça fait plaisir à maman quand on a le nom du poste. Mais en fait, les gars, vous êtes des commerciaux. Votre job, c'est de vendre. Alors, votre avantage, c'est que vous avez moins besoin de prospecter. Ça, c'est un confort. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que quand on est account exécutif, je ne peux pas vous parler d'account exécutif sans vous parler de compétences clés, de perspectives d'évolution et de salaire. Je sais que ça vous plaît, le salaire, donc on en parlera. J'ai fait une petite étude là-dessus. Et la particularité de cette vidéo, c'est qu'on va essayer d'enlever un petit peu là, toutes les paillettes qu'il y a autour des noms de jobs chez les commerciaux et de dire la vérité sur ce qu'est le job, ce qu'on peut en attendre si on le fait, ce qu'on peut en attendre en termes d'évolution, en termes de salaire. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un account exécutif? Un account exécutif, c'est ni plus ni moins qu'un vendeur, souvent B2B, souvent dans la tech, dans l'IT. C'est un terme qui vient évidemment de nos amis américains pour ceux qui n'auraient pas reconnu la langue et qui a surtout émergé au moment où on a commencé à segmenter les équipes, je le disais tout à l'heure, SDR, AE, AM, CSM, grosso modo. Et après, il y a plein de variantes autour de ça. Il y a des boîtes qui disent que leurs AE, c'est des AM et que les AM, c'est des AE. Et un peu de tout dans tous les sens. Et ce qui compte, c'est pas tellement le nom de votre poste, c'est le contenu de la fiche de poste. Moi, je vais vous parler de ce que je vois dans les boîtes qu'on accompagne et le plus souvent, à quoi se réfère account exécutif. Donc, je reprends le rôle d'un account exécutif. C'est d'emmener un client d'un rendez-vous où il ne vous connaît pas forcément, où il sent qu'il a un besoin, jusqu'à la signature, en tout cas une décision concernant son achat, son acte d'achat. Ça va se faire en B2B sur des cycles plus ou moins longs. On peut être account exécutif sur des ventes de 2 semaines comme sur des ventes de 24 mois. Généralement, à partir de 2-3 mois, on parle d'account exécutif. Encore une fois, il n'y a pas de règle, vous trouvez tout partout. Et les choses évoluent aussi avec le temps, donc ce qui est vrai aujourd'hui sera plus forcément vrai demain. Donc faites attention. L'account exécutif, il a quelque chose de particulier, c'est que parce qu'on lui demande de gagner les affaires, c'est lui qui fait les signatures entre guillemets, il y a beaucoup plus de pression sur lui, il est concentré sur un plus petit espace et on va lui demander des compétences très particulières qu'on verra tout à l'heure. Est-ce que cette pression elle est justifiée? Je ne sais pas, parce que s'il n'y a pas de SDR avant pour générer des rendez-vous, l'AE il va pas aller très loin. Et s'il n'y a pas d'AM derrière pour chouchouter le client et le faire grandir, c'est la boîte qui va pas aller bien loin. Je parle en particulier des SaaS, je reviens là-dessus, mais l'account manager ne marche pas que pour les éditeurs de logiciels.
Ça marche très bien aussi pour une boîte de service ou autre qui développe la relation avec le client. Il n'y a pas de raison. Alors, la journée type de la compte exécutive, il va arriver au bureau. Généralement, il va regarder son agenda et la liste de tâches qui se sera fait parce qu'il est bien organisé sur HubSpot ou Salesforce. Il y a plusieurs choses qui vont rythmer sa journée. La première chose, c'est les R1. C'est la première fois qu'il rencontre un client. C'est des moments qui sont extrêmement importants parce que s'il les rate, l'affaire est perdue. S'il les réussit, il a gagné le droit d'avancer, mais c'est tout. Il a les R1, et puis ensuite, il va devoir rédiger des mails de suivi après CR1, de résumé. Il y a autre chose qu'il va faire pendant sa journée, c'est qu'il va devoir formuler des propositions commerciales. C'est lui qui construit les propositions commerciales avec les équipes la plupart du temps. Donc c'est une autre activité plutôt chronophage que la compte exécutive va devoir faire pendant ses journées. Autre type de réunion qu'il va avoir avec les clients, c'est les réunions de suivi. En ce moment, la première rendez-vous, on appelle ça un R1. Généralement, pour les cycles de vente longs, il va y avoir un R2, un R3, un R4. Il n'y a pas vraiment de fin. Si vous vendez des flottes d'avions, il va y avoir beaucoup de R avant de signer. Puis la compte exécutive va avoir aussi des réunions en interne. D'un côté, avec les SDR pour suivre la construction du pipe, les zones stratégiques, les segments stratégiques à attaquer. Généralement, ils se mettent d'accord. De l'autre côté, avec les AM pour faire ce qu'on appelle des handovers, c'est-à-dire que quand le dossier est signé, il faut expliquer à l'AM quelles ont été les modalités de la signature, qui est le client, à quoi il s'attend, à quoi il faut faire attention. Il faut faire une passation en bonne et due forme. De l'autre côté, l'AM, il peut aussi venir chercher auprès de la compte exécutive des informations sur des dossiers qui remontent ou des problématiques qu'ils puissent avoir. Donc tous ces gens travaillent ensemble et puis il y a encore des réunions, c'est les réunions d'équipe commerciale, soit des réunions individuelles avec le manager, soit des réunions d'équipe, souvent hebdomadaires et puis mensuelles sur lesquelles on va partager des bonnes pratiques, on va partager nos résultats, on va essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aussi par rapport aux objectifs. La grande classique, je vous passe ces détails. Les tâches que je vous ai données là, elles prennent toutes beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de faire un R1, ça prend du temps de faire tous les récapitulatifs de CR1, de loguer dans Salesforce. Quand je dis loguer, donc c'est de transcrire la réunion et ce qui s'est passé dans Salesforce. Alors aujourd'hui, il y a des technos qui permettent de le faire plus vite. Néanmoins, il faut s'assurer que ce soit bien fait. Donc ça prend du temps. Faire les propositions commerciales, ça peut prendre énormément de temps parce que les accounts exécutives, généralement, ils font évidemment des propositions commerciales, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas un devis à une personne, un bout de papier avec marqué une désignation, une quantité et un prix. Généralement, ils élaborent une solution, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer le problème du client, ils vont expliquer comment ils articulent la solution pour régler le problème, ils vont la valoriser, ils vont mettre un prix autour de tout ça. Évidemment, l'énergie qu'on met dans chaque proposition, elle est proportionnelle au montant de la vente, à la criticité du client qu'on est en train d'essayer de gagner. Mais généralement, on a besoin des accounts exécutifs pour bien faire ça. Donc là, vous voyez, c'est hyper important d'avoir des gens qui soient à la fois analytiques pour comprendre qui est le client, parce que généralement, on va travailler sur des solutions complexes, mais à la fois aussi synthétiques pour restituer la compréhension, comprendre comment on va lier le problème et la solution et exprimer de manière claire et concise. Donc il y a des compétences en communication aussi à développer quand on est account exécutive. Côté salaire, je suis allé voir dans différentes sources, Glassdoor, Welcome to the Jungle. J'ai fait des offres classiques. Je connais aussi les salaires que proposent nos clients, d'ailleurs qu'on les aide à construire. Et en fait, j'ai vu un truc assez sympa, je suis allé sortir, j'aime bien faire ça de temps en temps, les stats de Welcome to the Jungle, là je les ai devant les yeux. Sur Welcome to the Jungle, actuellement, a priori, il y a 276 offres d'emploi pour des accounts exécutives. Et sur les 276, on va en retrouver 90 qui sont comprises entre 20K et 30K par an. Ok, donc ça fait un tiers quasiment. Je ne sais pas s'il y a le variable dessus. Sincèrement, j'espère. Non, je pense qu'il n'y a pas le variable dedans. Ensuite, on va retrouver 86, donc quasiment encore un tiers, qui va être compris entre 30K et 40K, 40 000 euros annuels de salaire, probablement pas packagé, donc vous pourrez rajouter entre 20 et 50% de bonus. Il y a 20% qui est entre 40 et 50K. On en trouve 41, donc je sais pas, 17% à peu près, qui sont entre 50 et 60K. Et on en retrouve 11 entre 80 et 100K, et 2 entre 100K et 160K. Voilà, ça, c'est la réalité, ok ? C'est des offres de job qui sont postées, qui vont être négociées sur bord à la hausse par les commerciaux. Et ça, c'est la réalité du marché. Alors, Welcome to the Jungle, c'est assez orienté tech, mais il n'y a pas que des boîtes tech. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la tech, dans le job de commercial, ça tire un peu les salaires par le haut, mais pas énormément. Je pense que dans ces salaires, il n'y a pas les primes. Parce que je ne pense pas qu'un tiers des commerciaux soient payés moins de 30 000 euros par an, packagés. Je pense qu'ils sont payés plus que ça. Je crois que packagé, mon premier job de commercial, j'étais payé 39 000 euros, si ma mémoire est bonne.
Et une autre stat pour appuyer ce que je viens de dire, c'est que le site talent.com donne 50K de salaire médian pour un commercial, ce qui corrobore avec toutes les autres stats qu'on peut trouver à droite à gauche. Donc on entend beaucoup les salaires à 150 000, 250 000 euros, etc. Ça a été vrai à une époque où les investisseurs avaient la main un petit peu facile sur le portefeuille. C'est un peu moins vrai maintenant, bien que ça existe toujours. C'est des jobs qui sont très compétitifs, que vous pouvez avoir selon certaines conditions. De toute façon, le parcours, il n'est pas compliqué. C'est école de commerce, avoir fait 2-3 belles maisons avant, ça te ferait un peu une street cred. Donc si vous êtes passé par chez Salesforce, Oracle et compagnie, vous aurez bonne presse et vous avez plus de chances d'avoir ces jobs-là. Il n'y a pas que ça qui compte, même si ça compte encore beaucoup. On est de plus en plus, on parle de plus en plus de méritocratie, comme quoi les diplômes, etc., le pédigré a bougé en France, mais c'est pas du tout vrai. Et en même temps, c'est une question complexe parce que on vous recrute pas parce que vous avez fait telle ou telle école, mais souvent, les gens qu'on trouve, qui ont le niveau pour des jobs à 150, 200K, ils ont fait ces écoles-là. Il faut aussi voir dans quel sens regarder la chose. Donc, ma manière de penser, elle est simple, c'est que la capacité à être un excellent account exécutif n'a rien à voir avec l'école. Pourquoi ? Parce qu'on n'apprend pas à être un account exécutif dans les grandes écoles aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. C'est un long débat qu'on pourra avoir une autre fois, mais pas dans cette vidéo. Alors justement, on va sortir des carcans des diplômes et des écoles, et on va regarder concrètement ce qu'il faut comme compétence pour être un account exécutif. Pour moi, c'est évident. Comme dans beaucoup de jobs de commerciaux, l'account exécutif doit être détenteur dans ses compétences de la sainte trinité du commercial. J'ai nommé expertise métier, expertise produit, expertise vente. Je ne les mettrai pas vraiment dans ce ordre-là, je dirais expertise métier, expertise vente, expertise produit. Pour bien comprendre son prospect, il faut comprendre son métier. Si vous pouvez l'avoir fait avant, c'est mieux. Il y a des formations qui existent pour ça. Passez du temps avec les clients, je le dis dans une vidéo sur 3. Allez faire le job des clients. Si vous avez des très bons clients, vous leur demandez si vous pouvez passer un peu de temps avec eux pour comprendre ce qu'ils font, quelles sont leurs difficultés, le challenge de leur job, ce qu'ils adorent dans leur job, pourquoi c'est gratifiant, quelle est la différence entre un top performer dans leur job et un moins bon, qu'est-ce qui est irritant. Bref, vous devez comprendre les tenants et les aboutissants des jobs de votre client, comment ils évoluent, quels sont les logiciels qu'ils utilisent. Vous devez vous glisser dans leur peau, ça vous permettra de les comprendre beaucoup plus facilement et puis d'une certaine manière de faire partie des leurs. Et ça, c'est important quand on construit une relation avec un prospect. C'est important aussi juste pour être légitime au moment où on annonce une esquisse de solution, au moment où on annonce qu'on peut peut-être aider, en tout cas qu'on a l'impression qu'on peut aider. L'expertise en vente aussi, donc il ne suffit pas d'être un expert, il faut aussi comprendre comment on maîtrise un deal, quelles sont les variables d'un deal à contrôler tout le long de l'affaire, comment on en perd un, quand est-ce qu'on décide d'en perdre un, qu'est-ce qu'un bon prospect ou pas un bon prospect, tout ça, il faut le maîtriser quand on est un account exécutif. Il ne suffit pas de penser problème tout le temps, il n'y a pas que ça, même si c'est beaucoup ça. Et enfin, l'expertise produit. J'ai ce souvenir, dans une enseigne d'électroménager, d'avoir posé une question pour comparer 2 ordinateurs auprès de ce qui est un conseiller, un commercial, et j'ai vu la personne dire « Ah non mais d'accord, bougez pas, je vais vous renseigner, attrapez la fiche technique d'un des ordis et attraper l'autre et me les lire sans analyse, sans me dire « ça veut dire que c'est plus puissant ou la puissance elle sera plus utile selon tel type d'applicatif que vous allez avoir, etc. » Et ça m'a scié, je me suis dit « Mais si c'est pour lire la fiche, moi je peux faire la même chose. » Tu sers à rien. C'était un peu ma conclusion. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous ne voulez pas être dans la situation de ce pauvre conseiller qui ne m'a vendu évidemment aucun ordinateur. En plus de cette sainte trinité qu'on vient de voir, vous devez avoir la double compétence. Elle n'est pas facile, celle-là, émotionnelle et rationnelle. On vend avec les deux. L'émotionnel, c'est la connexion qu'on va établir avec les gens, une capacité à avoir de l'empathie, à les comprendre. Et le rationnel, c'est notre capacité à comprendre factuellement ce qu'il se passe, comment on peut construire une solution, à construire du ROI, à faire ses calculs et à convaincre grâce à ça. J'ai longtemps été dans l'école que rationnelle. Avec le temps, la connexion avec l'humain me semble aussi hyper importante. Du coup, il faut savoir faire les deux et généralement, dans les profils de commerciaux, on a une teinte. On a une teinte plutôt rationnelle ou on a une teinte plutôt émotionnelle. Et c'est très bien, on peut pas être 50-50. C'est quelque chose qui se cultive. Mais si vous savez que vous avez une teinte plutôt rationnelle par exemple, essayez de garder en tête que vous connectez à des humains et que la vente c'est aussi, sans rentrer dans les clichés, une forme de rencontre. Et cette rencontre elle est purement émotionnelle. Donc esprit d'analyse très fort, esprit de synthèse, excellente communication écrite et orale. Ça ce sont de grands classiques
mais c'est particulièrement vrai. Et plus vous montez en complexité dans la vente, plus vous allez faire face à des interlocuteurs qui moulinent entre guillemets vite, qui réfléchissent vite, et vous devez être à la hauteur de leur réflexion, à la fois pour le comprendre, mais aussi pour alimenter la discussion. Et c'est ça qui va vous démarquer des autres commerciaux. C'est de réussir à dire des choses intéressantes, et pour ça, il faut réfléchir, désolé. Et plus vous allez être en face de personnes qui réfléchissent bien et vite, et plus vous allez voir développer vous-même cette compétence pour les garder avec vous et pour avoir des discussions qui sont riches, parce que c'est comme ça que vous allez vous démarquer, gagner la confiance de votre prospect qui va se dire, non mais lui il me comprend, on se comprend ensemble, et du coup remporter l'affaire. En termes de perspective d'évolution, tout est un peu possible quand on est account exécutive. On peut se retrouver à être senior, donc vous allez juste être payé un peu plus et travailler des comptes peut-être un peu plus gros. On peut se retrouver à être account manager, à être CAM, qui est account manager, donc c'est un account manager de gros comptes, c'est tout. Et on peut se retrouver à être manager, donc c'est pas le même manager que qui est account manager, dans le sens où je gère des comptes, c'est je gère mon équipe. Donc il y a des leaders et puis ensuite il y a des managers. Donc ça c'est une transition qui est possible aussi et qui est dangereuse parce que souvent le réflexe c'est de promouvoir d'excellents account exécutives en manager d'équipe, alors que les compétences pour manager une équipe et pour être un très bon vendeur, elles sont assez différentes. Et ça c'est une transition que je vois beaucoup échouer, surtout dans les boîtes qui se construisent. L'équipe grossit et qu'est-ce qu'on fait? On doit choisir un manager parce que on n'arrive plus à gérer ça tout seul, par exemple pour le fondateur ou le dirigeant. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le meilleur commercial et on va le nommer manager. Sauf que comme les compétences sont différentes entre l'account exécutive et le manager, les compétences pour réussir, si l'account exécutive il ne les avait pas au préalable et qu'il n'est pas suffisamment formé ou qu'il n'aime pas, ça va être un double échec. Premier échec, l'équipe n'est pas très bien managée, ça se passe pas super bien. Et deuxième échec, plus que la compte exécutive, il vend plus. Là où il était top performer, qui touchait des super primes, etc., il va avoir un sentiment d'incompétence et d'inutilité qui va le tirer, le drainer vers le bas. Et ça, du coup, ça peut être une catastrophe parce qu'après, c'est difficile de faire machine arrière. Si on se rend compte que la compte exécutive, il n'arrive pas à endosser son rôle de manager, que ça lui plaît pas, que c'est pas un franc succès, faire marche arrière et lui proposer un job d'account exécutive ou de senior, ça peut se faire, mais c'est un petit peu délicat. Donc on n'a pas envie d'arriver à cette situation. Donc avant de promouvoir un account exécutive, un bon manager, posez-vous la question de a-t-il vraiment les compétences requises pour manager l'équipe? Quand on a un très bon account exécutif, évidemment, on a la légitimité de le faire, mais il ne faut pas comprendre avoir la légitimité de le faire et avoir les compétences pour le faire. Un très bon joueur de foot, un excellent joueur de foot, c'est pas forcément un bon entraîneur. Donc sur ces décisions, il faut vraiment faire le point avec son account exécutif et prévoir éventuellement des portes de sortie si jamais ça marche pas. Et c'est très courant. Alors si je suis account manager, comment je vais négocier un meilleur salaire? En tout cas, quel est mon moyen de gagner plus d'argent? Ça va être assez simple parce que finalement, vous êtes dans un exercice de vente. Je ne vais pas vous donner des conseils pour négocier votre salaire réellement ici, mais je pense qu'il faut que vous vous mettiez dans une situation où les gens veulent de vous et donc que vous cherchiez des entreprises qui vont valoriser vos spécificités. Si vous êtes trilingue et que vous avez travaillé 5 ans dans la santé, allez chercher des boîtes qui cherchent des personnes dans la santé qui sont trilingues, vous allez voir que vous allez mieux valoriser votre profil. Vous pouvez avoir un changement de carrière, vous pouvez changer de route, c'est pas la question, mais allez là où votre profil sera le plus valorisé, parce que dans les jobs hyper compétitifs, si vous avez rien à apporter ou si on s'en fiche que vous soyez trilingue parce que vous allez vendre que en France et qu'on s'en fiche que vous ayez 5 ans d'expérience dans la santé parce que vous vendez des solutions RH, cette expérience que vous avez accumulée, vous allez vous sentir lésé et on va vous donner un salaire qui correspond à votre vraie expérience, c'est-à-dire 0 dans les RH et peut-être même pas en France. Donc là, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous réorienter, ça veut juste dire que si vous voulez plus d'argent maintenant, il faut aller dans des boîtes où vos forces, elles seront les plus mises en valeur. Il y a des boîtes desquelles vous allez vous faire jeter, littéralement, et d'autres qui vont payer très cher pour vous avoir. Il faut que vous sachiez identifier quelles sont ces entreprises. Et c'est comme en vente au final, il y a des clients qui vont vous jeter, qui ne sont même pas intéressés par ce que vous avez à leur raconter. Puis il y a des clients qui sont prêts à payer très cher. Donc le talent d'un commercial, c'est d'aller voir les clients qui sont prêts à payer très cher pour avoir ce qu'ils veulent. Et vous, en tant que commerciaux, vous allez faire exactement la même chose. Il y a une deuxième chose à faire pour optimiser votre salaire, c'est d'aller dans les boîtes qui vous donneront, entre guillemets, un bon pédigré, une bonne street cred. J'y reviens. Donc si vous avez l'opportunité d'aller travailler chez les Américains, Salesforce, Oracle, j'en reparlais, dans des scale-up qui ont eu des croissances énormes, ça va donner un coup de boost
à votre CV et ça va vous donner une attractivité hyper forte auprès des autres recruteurs. Je vous donne un exemple d'une situation assez marrante, là je m'adresse peut-être au manager, c'est que vous prenez un commercial qui est rentré dans une boîte qui a eu une croissance incroyable. La boîte a levé 500 millions, ils sont passés de 10 commerciaux à 200 commerciaux en 3 ans. Waouh, incroyable. C'est une croissance qui fait rêver, mais c'est facile de passer de 10 commerciaux à 200 commerciaux en 3 ans. Alors non, c'est pas facile, j'ai pas envie de minimiser le travail, mais ce que je veux dire, c'est que quand on vous donne 100 millions, passer de 10 commerciaux à 200 commerciaux en 3 ans, certes, c'est un challenge, mais j'ai envie de dire, il suffit de recruter des commerciaux. C'est pas une preuve de réussite. Et les commerciaux qui sont dans le tas, les 10 premiers, 20 premiers, on va leur donner des process, on va leur donner de nouvelles choses, mais ça veut pas dire qu'ils ont été beaucoup plus performants. C'est pas parce que l'équipe grossit énormément que vous, en tant que commercial, vous êtes devenu une brute et que parce que l'équipe a grossi, d'un coup, vous avez pris un max de compétences et vous êtes devenus des rockstars. Et je vois énormément de commerciaux qui vendent ça, alors que pour moi, ça n'a aucune valeur si derrière, il n'y a pas un vrai quelque chose. On a aidé à structurer, on a eu accès à des méthodes de vente incroyables, la méthode de l'entreprise en question est très reconnue, je sais pas, mais le fait d'avoir été dans une boîte qui a eu une énorme croissance, si derrière vous ne savez pas justifier de pourquoi c'est intéressant, pour moi ça n'a pas de valeur et je dis aux managers, vous ne faites pas avoir par des gars qui ont des beaux noms sur leur CV. Ce n'est absolument pas gage de performance. Maintenant, si parce que tu as eu d'excellents résultats, que tu as doublé la taille de l'équipe, que tu es devenu manager, que c'est toi qui as recruté les 200 personnes, que tu as mis en place la méthode, etc., oui, ça a énormément de valeur. Et là, tu vas pas avoir besoin d'attendre longtemps avant que les gens te chassent, évidemment. En fait, quand tu es commercial et que tu participes à ça, il y a 2-3 choses peut-être, mais si tu n'es pas capable de justifier pourquoi c'est intéressant, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et puis, un autre inconvénient, je m'adresse encore aux managers, quand on recrute des personnes et qui sont issues de boîtes hyper successful, c'est que souvent, ils ont eu l'habitude de travailler soit avec un product market fit tellement puissant que la vente est un peu évidente, et donc ça peut être plus des passe-plats, j'en ai vu, attention, soit avec une image de marque tellement forte qu'on n'a jamais vraiment eu à faire un effort pour réussir à avoir un rendez-vous ou passer un nouveau contrat. Et ça fait des commerciaux qui, quand ils passent de boîtes rockstar, qui ont eu beaucoup de succès, à des startups, souvent ils veulent être les head of sales ou les premiers commerciaux, on se retrouve face à des commerciaux qui sont démunis parce qu'on leur dit non et à qui on n'avait jamais dit non avant. Et ça, c'est un peu un problème, donc il faut faire attention. Moi, je conseille rarement de prendre un premier commercial qui est issu d'une boîte très connue, par exemple, pour ces raisons-là. Encore une fois, attention, il y a plein de cas particuliers, mais de manière générale, le seul fait d'être allé dans la super boîte ne veut pas dire que vous êtes un meilleur commercial que les autres. Et ça, c'est important. Donc le parcours, j'en ai rapidement parlé, mais en fait, account exécutif, c'est qu'un nom de poste. Donc n'importe qui peut être account exécutif. Vous pouvez avoir 0 formation, vous pouvez avoir une formation de réorientation professionnelle. Généralement, c'est des personnes qui ont fait une école de commerce, bac+5. Et selon le produit, l'industrie que vous vendez, on va vous demander plus ou moins de choses pour être account exécutif. Ce qui est bien quand même, c'est qu'assez vite, dans une carrière de commercial, dès qu'on a des expériences un peu significatives, le diplôme s'efface. Même si ça a toujours de l'influence, c'est absolument pas une garantie. Et il y a aussi des énormes cruches qui ont fait des top écoles. Et ça, vous le savez. Au final, la bonne manière de tirer son épingle du jeu, c'est de le faire au niveau du processus de recrutement. Si vous rentrez dans les clous, là, vous venez poser votre CV, répondre à telle annonce et attendre qu'on vous réponde, ça marchera pas. Et c'est ça, en fait, qui va distinguer un profil. On veut toujours rencontrer un profil qui s'est donné un petit peu plus de mal, qui a essayé de comprendre quel était le job, qui a eu une approche originale. En fait, vous pensez que tout le monde a une approche originale, alors que il y a assez peu de personnes qui l'ont. Donc, s'il y a un job qui vous tient vraiment à cœur, moi, mon conseil, c'est d'essayer de discuter avec les commerciaux qui sont dans le job pour comprendre ce qu'ils font, quel est leur quotidien, de contacter directement peut-être le directeur commercial pour comprendre la marche à suivre, proposer quelque chose d'un peu nouveau, mettez votre profil en valeur. Mais si vous tenez vraiment à décrocher ce job, vous ne contentez pas de répondre à une offre de job en mettant votre CV. C'est la meilleure manière de passer en dessous de la pile. Mais d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais avec une école d'ingénieur, on peut être aussi éligible à être commercial. Et généralement, c'est des profils qu'on adore, les ingénieurs, parce qu'ils ont cet esprit d'analyse et de synthèse justement qui est excellent. Des gens souvent qui sont analytiques et qui ne ressemblent pas aux commerciaux, qui n'ont pas une idée reçue de ce qu'est la vente. Et du coup, ils cassent un peu les habitudes chez les prospects. Ils s'attendent à voir tel et tel type de personne, qui a le bagou, qui parle beaucoup, etc. Il y a des ingés extra, il y a des extravertis, il y a des ingés introvertis. Mais généralement, on a une approche plus méthodique. On a une approche plus processée qui nous fait sortir de cette espèce de séduction artistique qu'il peut y avoir.
chez la caricature du commercial dont on va absolument se débarrasser sur cette chaîne parce qu'on en a ras-le-bol et que les prospects aussi. Donc c'est pour ça que j'adore les profils ingé qui se mettent à faire du sales, de la vente, du commerce, vous appelez ça comme vous voulez. Tout ça c'est pareil, ok ? Le commercial grand compte, le commercial, le vendeur, l'account exécutive, vous faites tous la même chose. Ce qui change, c'est dans quelle industrie ou si vous avez un titre plus ou moins ronflant, à la fin, vous faites tous la même chose. Et je peux vous le dire, j'ai bossé dans des PME, j'ai bossé dans la super start-up. J'ai des clients qui ont levé 450 millions en plein cœur de Paris. J'ai des clients qui sont au fond de la Creuse et qui sont pas rentables depuis 3 ans. Tous ces jobs, à la fin, c'est la même chose. Et ce qui fait qu'on gagne, ce sont les mêmes sous-jacents. Account exécutif, c'est un peu le truc à la mode dans les startups en ce moment, etc. C'est un métier de commercial qui va de j'assure le R1 jusqu'à la signature, souvent sur de la vente complexe. Et c'est fini, ça s'arrête là, c'est pas plus compliqué. C'est un job qui est passionnant, qui demande de vraies compétences et pour lequel, effectivement, une petite tape sur l'épaule, ça suffira pas à faire la vente. Si vous avez des vocations en tant qu'account exécutive, voilà, j'espère que ça vous aide. Si c'est un job qui vous intéresse, foncez, il est vraiment intéressant, il y a plein de débouchés. Évidemment, le bout du bout, c'est la direction commerciale. La plupart des directeurs commerciaux, ils sont passés par account exécutive ou business developer ou commercial sédentaire ou tout ce que vous voulez. Et donc, si vous aimez la vente, ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre ce que c'était un account exécutif. Et si vous avez des accounts exécutifs ou que vous êtes account exécutif, je vous enjoins à rejoindre le Sales Training Club que j'ai lancé il n'y a pas longtemps et qui est un super club de sport, d'entraînement réservé aux commerciaux B2B dans lequel on va progresser en passant à l'action. Vous avez un calendrier, des sessions thématiques, un coach qui vous attend, vous êtes en petit groupe de 10 pour qu'on puisse bien se concentrer sur vous et c'est comme ça que vous allez progresser toute l'année. On fait des sessions de call calling ensemble, on fait des sessions de premier rendez-vous, on structure des méthodes, on passe à tour de rôle. C'est essentiellement basé sur l'action et c'est un abonnement qui vous permet de vous entraîner toute l'année, qui est le gros problème des formations aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai monté le Sales Training Club. On fait tout ça dans une certaine philosophie de la vente, qui est tout le contraire de ce que la plupart des gens imaginent, et toujours dans une atmosphère bienveillante, avec plusieurs séances par semaine. Allez voir, je vous mets un lien dans les commentaires. Je suis pressé de vous retrouver là-bas, c'est un super projet, avec plein de commerciaux qui progressent toutes les semaines. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.